Alors, Pascal, il y en a qui revenaient de Davos et il y en a qui revenaient de l'investiture de Trump aux États-Unis. Notamment notre très cher Bernard Arnault, président du groupe LVMH, Mhm. qui a en français dans le texte pété un plomb sur le gouvernement par rapport à cette hausse de taxes. Ouais, il n'était pas content. Alors, bon, depuis, il a dit qu'il n'allait pas se relocaliser aux États-Unis, hein. Il a fait un communiqué pour le dire. Je pense que ça a stressé pas mal de monde. Mais mon interprétation, c'est que Arnaud, c'est un homme quand même assez discret. Ce que j'ai lu, c'est le cinquième homme le plus riche du monde. Enfin, on s'en fiche un peu de ses classements, mais c'est quelqu'un qui est, à mon avis, pas forcément obsédé par encore augmenter sa fortune personnelle. Il est bien au-delà de ça. Et je pense que si, pour quelqu'un de discret, s'il a pris la parole pour essayer de faire bouger les lignes, c'est qu'il pense vraiment qu'en fait, on ne prend pas le bon chemin. Tu vois, pour moi, c'est un signal fort que quelqu'un qui, c'est pas qu'il est en train d'avoir d'immenses problèmes financiers. Si tu veux, il aurait pu s'économiser en fait ce tracas et cette couverture médiatique. Il l'a fait quand même, et je pense que c'est vraiment enfin, si les gens pauvres disent que ça va pas, puis que les gens riches disent que ça va pas, c'est que probablement ça ne va pas. Exact. Pour resituer LVMH, donc c'est 160 000 employés dans le monde, dont 50 000 en France, 4 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés payés en 2023, Mhm. contribution bah, évidemment massive à l'économie et puis au prestige français. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit, lui, aux USA, on vous accueille à bras ouverts, Mhm. les impôts baissent et le marché se développe. En France, on nous pousse à la délocalisation. Mhm. Il y a Sophie Prima, donc la porte-parole du gouvernement, qui lui est tombée dessus, qui lui a dit, donc la réaction officielle du gouvernement français, nous comprenons la colère de Bernard Arnault, mais chacun doit prendre sa part dans l'effort national. C'est temporaire et nous reviendrons à une politique pro-business. Donc si c'est temporaire comme la TVA, Ouais. euh, ça ne le sera pas. Et il paye quand même déjà 4 milliards d'impôts sur les sociétés enfin, par année environ. Mhm. Et je pense qu'il contribue déjà assez, non? Bon, ça, tu sais, dans les années 60-70, en fait, aux États-Unis, le taux de prélèvement au-delà d'un certain seuil, c'était de 90%. Donc, en fait, je ne sais pas, moi, je ne peux pas me prononcer, je ne suis pas économiste, je ne suis pas un spécialiste de la taxation. Et clairement, les États ont besoin de moyens pour pouvoir fournir des services publics. Mais je crois que c'est pas ça l'enjeu de la discussion. L'enjeu, c'est qu'en fait, on vit dans un monde compétitif où, en fait, il y a trois grands pôles. Il y a les États-Unis, la Chine et l'Europe qui est au milieu. Et en fait, si on ne regarde pas les stocks, mais les flux, puis en fait, la direction dans laquelle vont les choses, en fait, c'est assez maladroit, si on le regarde comme ça, pour la France ou l'Europe, d'être moins pro-business au moment où les États-Unis le sont. C'est un peu une prise en ciseaux, enfin, tu vois, en tenaille. Alors après, on peut dire, ouh là là, ben, les entrepreneurs, ils ont qu'à soutenir l'effort national, etc. C'est une manière de voir les choses, mais ils doivent aussi faire tourner leur business. Et ce que je trouve, moi, inquiétant, en fait, dans ces développements qu'il y a en Europe, et c'est ça dont Bernard Arnault s'est fait le porte-parole, c'est qu'il explique clairement que la, tendanciellement, en fait, on ajoute en fait un caillou dans la chaussure des industriels et des entrepreneurs, alors qu'en fait, ce que dit Ursula von der Leyen, c'est que maintenant on a un compas pour en fait stimuler l'innovation et la réindustrialisation. Une Alors, boussole. faut savoir, une boussole. Ouais. Alors, moi j'ai un peu l'impression qu'on a perdu le nord et qu'en fait, les actions qui sont prises, elles ne sont pas pro-business, mais le déclaratif, en fait, le sémantique, le blabla, il est pro-business. Et ça, les industriels vont pas se laisser gruger. Je crois que ce qui compte, en fait, ce sont les faits et les actions, et que le flux, ça compte plus que le stock. C'est-à-dire que les industriels, ils vont regarder, en fait, la direction, parce que si tu regardes la tendance, en fait, tu peux te projeter dans le futur et puis tu vois qu'en fait, en Europe, ça ne va pas dans le bon sens. C'est une bureaucratie complexe, lente, coûteuse, inefficace. Et
tendanciellement, en fait, les États-Unis, ils essaient, on ne sait pas s'ils vont arriver, mais ils essaient, il y a une tentative réelle et actionnable, concrète pour favoriser le business. Donc, à mon avis, c'est un petit peu une espèce il essaye de sonner le tocsin pour dire à l'Europe, voilà, les gars, il faut se réveiller. La question, encore une fois, c'est pas uniquement la question du niveau des taxes, c'est en fait de voir où ce collectif est en train d'aller. C'est un petit peu comme au foot, quand une équipe, elle s'est mise à perdre, il y a une dynamique qui s'installe. Et je pense que ce que Bernard Arnault dit, c'est écoutez les gars, là, il faut secouer le sable et égaliser la tête, il faut reprendre pied et puis faire des choses raisonnables. Vous êtes dans une situation qui est concurrentielle, que vous le vouliez ou pas, et il faut s'adapter. Aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que pendant l'investiture de Trump, c'était le seul homme d'affaires français qui était présent. Et donc, il est assez proche de Donald Trump, hein. Donc, on imagine qu'il a dû lui proposer quelque chose comme quoi essayer de relocaliser, essayer de faire venir du business et tout. Et que lui, c'était peut-être à un moment donné, même s'il a fait un peu machine arrière, mais un peu à un moment donné, de dire que voilà, si vous ne faites pas le nécessaire, ben, il y a d'autres pays qui vont nous accueillir à bras ouverts. Ouais. Et puis, ouais, si tu veux, c'est possible, mais je suis pas certain qu'il faille forcément prêter des intentions purement mercantiles à Bernard Arnault. On peut aussi imaginer, je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais on peut aussi imaginer, si on décrit la situation à grande échelle, en fait, les gens qui sont des industriels en fait aux États-Unis, ils sont célébrés. D'accord, on dit bah, bravo, c'est bien. Donc, quand on est industriel ou entrepreneur, on prend des risques, c'est pas toujours facile. Il y a de temps en temps des victoires, mais il y a aussi des déconvenues. On le sait bien. Et ma foi, il faut un certain courage pour aller de l'avant. Et je pense que pour une raison qui m'échappe un peu, je dois dire, ça doit être historique. Il y a un contexte historique bizarre. En fait, en Europe, on aime bien taper sur les gens qui réussissent. c'est vrai. En France en particulier, c'est un peu un sport, n'est-ce pas? Il faut, on se méfie en fait. On se dit toujours, oui, ça doit être, c'est louche en fait. Ben, le résultat des courses, c'est qu'on n'a pas d'immenses industries. Enfin, en Suisse, les derniers, c'était Nestlé. La dernière réussite européenne, c'était Airbus. Bon, c'est une réussite fantastique, mais il y en a pas tous les 4 matins. Et maintenant, on est globalement dans un monde technologique, un monde qui devient plus complexe. Et la technologie de l'IA qui est en train de rebattre les cartes, de changer les chaînes de valeur, c'est pas du tout le moment de s'asseoir sur nos lauriers et puis de contempler notre grandeur. C'est le moment de mettre plus de dynamisme. En plus de ça, aux États-Unis, ils sont en train de procéder à une simplification de l'État pour gagner en compétitivité. Et c'est évident pour moi que, vu les gens qui sont impliqués là-dedans, ils sont en train de mettre à profit l'IA et le bon sens pour essayer de simplifier les choses. Hein, on dit toujours. Et il bosse le week-end en plus, apparemment. En plus, mais on dit toujours, en fait, on rajoute des lois, mais on n'en enlève jamais. Et en fait, un des mécanismes par lesquels une civilisation s'écroule, c'est qu'en fait, elle arrive à un certain niveau, elle s'écroule en fait sous son propre poids. Je ne sais pas si c'est de ça dont on est victime en Europe. Il y a d'autres paramètres, certainement, comme l'évoque Emmanuel Todd avec le nihilisme, mais nihilisme ambiant. Mais je pense quand même que là, on fait face à un risque qui est tout sauf négligeable, c'est qu'en fait, on rajoute des couches légales, si tu veux, sur un millefeuille qui est déjà très épais. Et ça, je ne suis pas sûr qu'en fait ça aille dans le bon sens, parce qu'on perd de vue, on a perdu la boussole de la simplicité. Et tu sais aussi, moi, ce qui me surprend le plus, c'est que j'ai l'impression, si j'ai de l'empathie, je me mets du côté de Bernard Arnault, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, comme tu dis, au niveau business qu'il a fait, c'est quand même assez fantastique, même si apparemment il a subtilement chapardé Louis Vuitton à ses fondateurs, mais voilà, ça arrive dans le business. Et je dis pas que je suis pour, hein, que je valide ses méthodes, mais voilà, peu importe, c'est qu'à un moment donné, c'est que tu payes 25% de taxes et du jour au lendemain, on te dit, bah là, ça va être 40. Pour moi, c'est simplement du racket. Parce que, OK, peut-être il y a besoin de faire un effort, certes,
Mais enfin, tu payes 4 milliards, tu payes beaucoup d'impôts depuis. Enfin, LVMH, ça fait pas 2 ans que ça existe. Hein, ça doit faire, je pense, 15, 20 ans, 30 ans qu'ils payent des impôts. Et en plus, dans les impôts que les sociétés payent, bah, tu as aussi les impôts sur les 50 000 employés qu'il a en France, qui eux-mêmes payent des impôts. Et à un moment donné, tu te dis, bah oui, il va l'argent. Donc, on parlait d'Ursula von der Leyen tout à l'heure, et puis enfin, on en parle souvent. C'est qu'à un moment, comment est géré l'État? Donc, tu as beau injecter des sous, et ce que j'aimais bien, c'est que la semaine passée, tu parlais de l'Europe qui allait devenir Disneyland. Et que même le fait de devenir Disneyland, enfin, je lisais un article sur le Blick qui disait comme quoi le Louvre était en difficulté et qu'ils allaient charger les Suisses plus cher pour entrer au Louvre, et enfin tous ceux qui étaient hors de la communauté européenne. Donc tu te dis, même avec des joyaux comme ça, comme le Louvre, des impôts, des LVMH qui ont 50 000 employés, des Michelin, des grands groupes, ils n'arrivent pas à gérer. Et Florent Ménégo, le patron de Michelin, a dit clairement que si lui gérait les finances de Michelin comme l'État gère son budget, il se ferait virer après une semaine. Donc pourquoi Bernard Arnault devrait donner encore 15% plus à, entre guillemets, des incompétents? Alors, le truc, c'est que, si tu veux, moi, je suis toujours très prudent par rapport à cette discussion du quel est le juste niveau de taxation. Parce qu'on sait que, par exemple, le ruissellement, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que s'il y a des gens dans le capitalisme qui accumulent une richesse énorme, en fait, c'est pas vrai que ça ruisselle ensuite plus bas. Donc, il est sain. Le but, c'est de vivre dans une société où, en fait, tout le monde a quelque chose à perdre. Hein, des sociétés sont dangereuses quand il y a des gens qui sont désespérés. Ça, c'est très mauvais. Donc, ce qu'il faut, à mon avis, ce qui doit être au centre de l'action, c'est d'essayer de ramener en fait de la prospérité sur le territoire européen, en France, en Suisse, etc., ou de maintenir ce qui est là. Et ce qu'il faut observer, c'est pas le stock, mais le flux. Et quand je dis de manière provocatrice, mais c'est ce qui est en train de se passer, on se transforme en Disneyland, ça veut dire qu'on capitalise sur notre stock, ça veut dire qu'on a le Louvre. Donc, en fait, on va. Et ils mettent en place Disneyland parce que le fait de taxer, par exemple, les touristes suisses qui viendraient le visiter, c'est le début du ticket que tu achètes. Puis, dans quelques temps, il faudra prendre un ticket pour rentrer dans la ville, etc. etc. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un futur extrêmement heureux et prospère pour l'Europe de se transformer en Disneyland. Ça ne veut pas dire que l'industrie du tourisme n'est pas une industrie extraordinaire et qu'il ne faut pas partager ces joyaux avec le monde. Bien sûr que tout le monde est bienvenu pour visiter, mais ça ne peut pas être notre modèle. On ne peut pas comme ça se replier sur nous-mêmes et puis avoir peur de tout et légiférer sur tout avant que les choses arrivent. Donc, le point, c'est que en termes de flux et de dynamique, en fait, des espaces, les États-Unis sont un espace très dynamique, la Chine est un espace très dynamique, puis nous, en Europe, on est un espace qui est qui se calcifie. On pourrait le dire comme ça. On a peur de tout, on veut rien, on veut tout, on veut rien, on déclame, on fait des grandes théories, on fait des compas. Mais la réalité, c'est qu'en fait, les gens qui sont aux manettes, comme M. Bernard Arnault, et ouais, encore une fois, je ne veux pas le juger ni en bien ni en mal, mais il a construit un empire. Alors, on peut discuter de comment, mais n'empêche, les résultats sont là. Et quand un homme de ce calibre qui ne prend pas souvent la parole s'exprime publiquement pour dire que là, c'est compliqué pour lui de voir les choses comme ça. Moi, je suis persuadé qu'il ne partira pas de France. Il est trop attaché à ce pays, il veut rester. Mais c'était une manière de dire, et à mon avis, ça n'est pas que pour lui. Attention, les cocos, là, en termes de flux, aux États-Unis, tout est cool, en Europe, pas. Alors, on peut aussi le voir de manière plus machiavélique, c'est-à-dire peut-être que de faire un commentaire comme ça, c'est une manière pour Arnaud de faire en sorte que les produits de luxe soient moins taxés. Là, c'est C'est le Made in possible. France, hein. Exactement. C'est le Made in France C'est qui doit être taxé. possible mais il peut y avoir une exception pour les produits de luxe qui serait évidemment favorable à LVMH. OK, mais il fait son job en fait. Il fait en sorte que son business soit florissant. Donc on peut pas. Moi, il y a ce truc que j'ai beaucoup de mal à craquer. Je ne comprends pas en fait pourquoi on n'arrive pas à célébrer la réussite entrepreneuriale en Europe. Il y a un biais culturel en fait qu'il n'y a pas aux États-Unis où en fait aux États-Unis c'est hyper cool de faire une boîte, de monter un business. Tu le vois d'ailleurs quand tu peux pas aller manger une pizza ou aller dans un bar sans qu'il y ait quelqu'un qui dise ah mais qu'est-ce que tu fais mais je peux te donner un coup de main, je vais te présenter quelqu'un. C'est beaucoup plus dynamique en fait comme espace et je pense qu'ils sont mieux armés pour ce renouveau qui est lié à l'IA. Alors qu'en fait, en Europe, on prend la position inverse. En fait, on se dit, oh mon Dieu,
il y a des risques. Et bien entendu qu'il y a des risques, il y a toujours des risques, mais il y a un risque, à mon avis, qui est beaucoup plus grand à se calfeutrer sur ses acquis, contempler son stock et ne pas penser au flux. Parce que penser au flux, c'est penser à demain et c'est penser aux générations qui nous suivent. Ce qui, moi, me semble plus intéressant, parce qu'en fait, la prospérité, c'est pas quelque chose, quand on essaye de la favoriser, c'est pas quelque chose qu'on fait uniquement pour soi, c'est aussi pour demain. Si on réfléchit à un exemple, j'aime bien donner, je ne connais pas son nom malheureusement, mais mettons le petit groupe en Suisse qui a décidé de fonder les THZ et les PFL, donc les deux écoles polytechniques fédérales. Ils ont investi pendant 100 ans. Voilà, ça c'est bon, ça. C'est une vision à long terme, une vision qui est forte. Faire des centres d'excellence, un en Romandie, un en Suisse alémanique, pour en fait promouvoir une science de pointe en Suisse. Ça, c'est bon. Mais ça a requis, avant que ça paye, ça a requis un investissement qui se chiffre en termes de plus de 100 ans. Donc, voilà. Et c'est ça, en fait, qui manque maintenant, je pense, en France et en Europe, c'est qu'en fait, on fait de la politique à court terme. D'ailleurs, la réponse de cette ministre, c'était on va revenir à une politique plus business tout bientôt. Et c'est ça qui stresse, en fait. C'est, à mon avis, une des causes principales de la désindustrialisation, c'est que les choses sont menées à la petite semaine, dans le temps court. C'est la même chose quand tu conduis une voiture. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, des fois, tu as des gens qui sont comme ça, tout près de leur volant, qui regardent le bout du capot. Oui. C'est impossible. Il faut regarder loin. Hein, c'est De Gaulle, je crois, qui disait voir loin, juger large. Je ne sais plus quelle était la citation exacte, mais il le dit très bien. En fait, il faut voir loin, il faut avoir une vision, il faut avoir un plan, et il ne faut pas faire ça pour son bénéfice politique immédiat, il faut faire ça en fait pour les suivants. Et alors, placé dans le contexte, si la France maintenant, pour des raisons financières inévitables, doit augmenter les taxes, c'est une chose. Je veux dire, on peut l'entendre. Peut-être que ça va durer 3, 4, 5 ans, puis que c'est un truc temporaire pour se remettre et repartir parce qu'ils doivent résoudre un problème. Mais dans ce cas-là, ce qui manque cruellement, c'est en fait qu'ils expliquent où est-ce qu'on va collectivement. Tu vois, c'est ça le leadership en temps de crise, c'est d'arriver à dégager une vision qui soit claire et qui justifie le sacrifice. Tu ne peux pas simplement dire aux gens, je vais ponctionner parce que j'en ai le droit. Tu peux techniquement quand tu as un État. Mais ça, dans le monde un peu liquide qui est le nôtre aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Il faut regarder plus loin. Et il y a aussi un peu de contexte à mettre pourquoi Bernard Arnault, il est pas forcément content parce que le chiffre d'affaires est en train de baisser, notamment en Chine. Et cela pour plusieurs raisons. Donc, tu as le ralentissement économique en Chine continentale à cause de la crise immobilière persistante. Tu as aussi l'évolution des comportements de consommation. Donc, les jeunes générations chinoises privilégient désormais les dépenses en expérience et en bien-être plutôt que l'achat de produits de luxe. Mais tu as aussi, ce qui est le plus important à noter, c'est une politique gouvernementale. Donc, les initiatives du gouvernement chinois visant à réduire les inégalités, à limiter les excès de richesse, ont modifié la perception sociale du luxe, rendant l'affichage de signes extérieurs de richesse moins acceptable. Ouais, moi donc, ça va impacter. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on se dit d'un côté, tu vends beaucoup moins en Chine, tu vends moins en Chine, et là on t'augmente tes taxes. T'as aussi, tu veux que ton business soit pérenne aussi. Oui, mais si tu veux, je ne pense pas que tu construises un empire du luxe comme l'a fait Monsieur Arnault, parce que tu gères les choses à la petite semaine. Ce mec, je veux dire, ça a fonctionné, il a une vision, et il y a un problème, comment dire, conjoncturel en Chine. Ok, c'est désagréable pour l'industrie de l'horlogerie en Suisse, problématique qu'on connaît bien, mais je doute fort qu'en fait, c'est comme ça, les économies, elles ont des hauts et des bas, ce sont Mais là, ils te disent les politiques gouvernementales, donc il y a des initiatives du gouvernement chinois. Donc ça ne veut pas dire que c'est comme ça, ça va peut-être. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être adoptées par les citoyens qui continuent quand même à envoyer leurs gosses faire des études aux États-Unis et à acheter des montres. Moi, je pense que ça va revenir, c'est cyclique. Et si ça n'est pas la Chine, ce sera peut-être l'Inde, où ils sont au moins aussi nombreux qu'en Chine. Donc, si je veux, je pense que
tu peux pas éviter en fait des allers et retours en termes de conjoncture en fait. Si tu as une région économique qui est extrêmement importante pour toi, bah forcément quand elle va moins bien, tu fais moins de ventes. Mais ça, ils le savent, il n'y a pas besoin de leur expliquer. Donc ça va repartir. Je te donne un élément, juste par Ouais. exemple, pour venir appuyer ce propos, c'est qu'Ipco a décidé de réduire de moitié la taille de son flagship à Shanghai, tandis que Louis Vuitton et Gucci prévoient de fermer certaines boutiques dans le pays. Oui, ils s'adaptent à la conjoncture. Je comprends, ils seront peut-être plus discrets, peut-être que la manière de marketer et de vendre ces produits sera plus en ligne parce que c'est plus discret. Peut-être ce seront des magasins un petit peu plus low-key. Moi, je me rappelle à Paris, je ne sais plus quel était le nom de cette marque, mais une marque de luxe. Et tu avais des grandes limousines et des gens qui faisaient la queue dehors. Bah, peut-être qu'en fait, pour vendre en Chine des produits de luxe manufacturés en France, il faudra adopter une manière, une façon un petit peu plus sous le manteau. Tu vois, c'est possible. Mais si tu veux, je ne vois pas en quoi LVMH ne pourrait pas relever ce défi. Bah voilà, ils vont s'adapter. C'est ça leur job, en fait. Ils s'adaptent aux différentes cultures, à la manière de faire. Ils feront peut-être des produits plus discrets. Mais il faut juste leur laisser le temps. J'ai absolument pas de doute qu'il y a toute une équipe de gens extrêmement compétents qui se penchent sur le problème, qui causent avec des gens sur place, je veux dire, c'est leur boulot. Donc, ils le font. Mais ça, gérer une entreprise, c'est ça, en fait. C'est s'adapter constamment à un marché qui est changeant, on demande des consommateurs, peut-être à une pression politique qui veut que les choses soient moins ostentatoires. Puis les gens, alors voilà, il ne faudra plus faire des sacs rouges pétants, mais faire des choses plus discrètes. C'est possible. Ou les vendre en ligne, ou les vendre un peu sous le manteau. Ils trouveront des combines. Moi, je ne pense pas que globalement, parce que LVMH, ils opèrent à un niveau mondial, que globalement, le marché de l'ultra-luxe diminue. C'est même plutôt le contraire. Donc, ils sont sur un des segments en fait, qui grandit le plus vite. D'ailleurs, on l'observe aussi dans la mode. Il y a soit du ultra-luxe, soit du bas de gamme. Il n'y a plus tellement en fait, de milieu de gamme. Ça, c'est en train de disparaître. Donc, en fait, ils sont hyper bien positionnés. Et puis, ces trucs conjoncturels, ben voilà, c'est comme quand tu passes comme il y a un trou dans la route, tu passes avec ton pneu dessus, pouf, tu prends une petite secouée, tu repars. Est-ce que tu veux dire que pour eux, c'est pas forcément un problème, donc ces aspects de conjoncture, mais quand on vient et puis on te rajoute 15% de plus, c'est là où tu es un peu énervé parce que tu peux rien y faire. Oui, je pense qu'en fait, dans tout domaine industriel, en fait, il y a par exemple, prends la machine-outil en Suisse. On voit régulièrement, ou l'horlogerie, régulièrement, en fait, on voit, ah ben ça n'a jamais été aussi beau, ça n'a jamais été aussi bas. En fait, on fait un peu un drama style telenovela qui va mourir, etc. Alors, le marché évolue, il y a des hauts et des bas, mais c'est un peu ce qu'une entreprise fait, elle s'adapte, en fait, parce qu'il y a voilà, il y a des plus, il y a des moins, il faut s'adapter, adapter le marketing, la manière de vendre, le type de produit, etc., etc. Ils sont sur un cycle d'innovation incrémentale, ils sont dans l'adaptation. Mais ça, ils savent faire, sinon ils n'en seraient pas où ils en sont. Donc, je n'ai pas de doute, en fait, que ça va être OK. Et peut-être que pendant un temps, ça veut dire des profits qui sont un peu moins grands, puis demain, ils seront meilleurs. Donc, voilà. À mon avis, ça, c'est pas… Je ne dis pas que pour eux, à l'interne, ce n'est pas un immense sujet. C'est certainement… Il y a des tas de gens qui bossent là-dessus. Je veux dire, je suis certain que ce n'est pas simple à résoudre, mais c'est un savoir-faire qu'un groupe mondial actif dans le luxe a. Ça, je pense qu'il n'y a pas de raison d'en douter. Donc, en fait, ils vont s'en sortir. Et peut-être que si la profitabilité, elle est temporairement moins grande en Chine, ils vont faire un downscale, ils vont être plus discrets, etc. Ils savent faire. Je ne suis pas inquiet. Par contre, le fait que la géographie européenne, en fait, elle continue à être très inefficace et pas du tout pro-business, mais qu'elle dise qu'elle veut être pro-business, ça, c'est un problème parce qu'il n'y a pas de vision à long terme et de cap. Il n'y a pas de cap. En fait, c'est du déclamatoire. Tu vois, gérer en fait un downturn en Chine, c'est du tactique. C'est-à-dire que voilà, dans ce pays, on a un problème. Imagine une boîte comme Nestlé qui vend dans des centaines de pays. Ils sont pratiquement présents partout. Il n'y a pas une journée qui se passe, c'est qu'il y a un ennui dans un pays particulier parce qu'il y a une usine qui a été saisie ou un truc comme ça. C'est ils font ça, ils gèrent ça. C'est leur travail. Donc, en fait, voilà, ça, c'est un savoir-faire qu'ont les grandes multinationales. Je ne pense pas du tout que c'est inquiétant. C'est business as usual. Et si elles sont bien gérées, en fait, elles le gèrent. Par contre,
quand tu es rattaché à un pays, parce que légalement, c'est là que tu es présent et que tu payes tes taxes, tu as vraiment besoin, en fait, d'aller au-delà du cycle électoral de 5 ans ou de 4 ans ou de 6 ans. C'est ce que disait le patron de Michelin. Il faut qu'on ait Oui. une vision qui soit un peu plus longue. Et je pense que c'est ça qui fait Et que cruellement ça arrête de défaut. changer chaque année, en Ouais, fait. c'est le niveau de taxation, c'est une chose. Moi, encore une fois, je ne suis pas du tout un spécialiste. Je trouve que payer des impôts, c'est très désagréable, mais c'est aussi très agréable. C'est utile. Il n'y a Pas personne agréable, au mais c'est monde, quand utile. il reçoit sa note d'impôt, il dit « Oh, mais quel bonheur !» Mais d'un autre côté, c'est aussi un privilège de payer des impôts. Ça veut dire qu'on gagne des sous. Donc, en fait, voilà. Et puis après, quel est le juste niveau? Moi, je n'en sais rien. Il y a des débats infinis là-dessus. Je ne me prononce pas. Par contre, de dire ah ben on va augmenter les impôts parce qu'en fait on n'a plus de sous puis qu'on continue à en dépenser, ça rend les gens nerveux parce qu'on ne sait pas pourquoi. On n'est pas en train d'investir, Ouais, on dépense. D'accord? c'est des coûts. C'est comme si on montait une start-up les deux, on a des nouveaux bureaux, puis je te dis, bah Younes, moi j'aimerais bien qu'il y ait des grands bouquets de fleurs fraîches tous les matins. Je préfère, tu vois? Sens de l'esthétique, goût du beau, sensation de luxe. On se met des grands pots de fleurs, allez, à 100 francs pièce, on en met 3-4 dans le bureau. Puis tu me dis, ben Pascal, moi j'aime bien les bouquets de fleurs, mais c'est un petit peu onéreux parce qu'à ce prix-là, on ne va pas s'en sortir. Tu vois? Alors, augmenter l'impôt pour payer des bouquets de fleurs, c'est pas un truc qui est très bon. C'est ça, je pense, qui fait flipper les industriels. Et puis il y a Si cette tu devais te espèce. définir dans la vraie vie, dans la réalité, les bouquets de fleurs, ça serait quoi? Je pense que le, le, le problème de la politique européenne et des États européens, c'est qu'en fait, ils se N'aie pas sont. peur, on est entre nous, hein, Pascal, hein. Hein? Non, Personne ne non, je nous sais. écoute, hein. Non, mais, mais c'est difficile de faire un diagnostic qui soit juste. J'essaye de ne pas dire trop d'âneries, mais je pense qu'en fait, on a perdu ce moi au sens de Jung, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'idée qu'on va pouvoir influencer le monde. On est comme ça un peu dans un truc de retrait, de retrait nihiliste où on ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas quel rôle on voudrait jouer. D'accord? Et en fait, quand tu ne sais pas où tu vas, c'est un peu comme si tu étais une voiture. En fait, on est dans une voiture sans avoir de destination ou d'objectif de destination finale et on conduit en regardant devant le capot. Alors, d'une part, manque c'est de vision. angoissant parce qu'on ne sait pas où on va ou est-ce qu'on essaye d'aller ensemble. D'accord? Ça, c'est un premier problème. Et puis, le deuxième problème, c'est que comme on conduit en regardant le bout du capot, on est tout le temps en train d'ajuster le volant et on a une conduite qui est octeuse et peu agréable finalement. D'accord? Avec d'un autre côté l'industrie qui a besoin d'avoir justement un cap et puis de pouvoir prévoir les choses. Et on a comme ça perdu cette espèce de, enfin, plus à différents degrés, mais on a un peu perdu cette espèce d'idée d'aller vers le mieux. C'est pour ça que moi, je dis, c'est une boutade, mais je pense sincèrement, le refuge secret pour protéger notre psyché collective européenne, c'est de dire qu'on va devenir un grand Disneyland. Et moi, ça m'ennuie. J'ai rien contre Disneyland, j'ai rien contre le Louvre. C'est un des plus beaux endroits du monde à visiter. J'ai pas de problème à ce qu'ils fassent payer les tickets, c'est complètement OK. Mais Et si, justement, ils sont en difficulté. oui, mais C'est pour ça le que problème, Rachida Dati, elle a dit qu'il ouais, faut ouais. une Mais ce stratégie qu'on parce fait, que c'est même qu'en ça, fait, ils n'arrivent pas à le faire. mais oui, mais le problème, quand tu augmentes le prix du Louvre pour payer la note, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu monétises ton stock. C'est le Louvre, en fait, ce sont des beautés du monde qu'on a accumulées. Puis maintenant, on dit, bon, bah, maintenant, on les a accumulées, maintenant, c'est fini, on vide nos rentes. Tu vois? Et ça, c'est pas bon parce que il faut avoir un plan, il faut regarder demain. Ça ne va pas durer éternellement, c'est pas un vivre ensemble qui est agréable, c'est pas intéressant pour les jeunes. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a déjà en fait une hémorragie de talent qui est absolument dingue. À moins d'avoir un espèce de patriotisme chevillé au corps et de se dire si j'escalade la pente la plus rude, c'est favorable pour moi, les gens vont partir aux États-Unis. Et c'est ce qui se passe. Ou en Chine. Ou en Chine. Toi, tu partirais ou pas? Ah ouais, je pense que c'est une des clés de la réussite. Donc en fait, tu peux t'établir en Europe, en Suisse, en France, peu importe, et puis très rapidement avoir des bureaux aux États-Unis. D'ailleurs, Daniel Borel, le fondateur de Logitech, il a dit que c'était la meilleure décision qu'il avait prise, hein, et la plus importante. Mm, mm, Il mm. avait à peine fondé Logitech il a pris des bureaux en Californie et le CEO de Logitech est en Californie d'ailleurs. Comme on disait un peu
cette image du film Rasta Rocket, quoi. Si tu Ouais, veux c'est ça. devenir champion de bobsleigh, tu peux Ouais. pas le faire en Jamaïque. À un Bah moment non. donné, tu es obligé de partir. Et, Et et pour pourtant, les... on aime la Jamaïque. Hein. Moi, j'ai jamais eu la Oui. chance d'y aller, mais. Bah oui, c'est vrai qu'ils sont très bons dans sortir des sprinters et tout. Donc, mais après, pour la start-up, l'Europe, c'est pas forcément fait pour. Enfin, pour l'innovation, je parle même pas forcément de start-up, Mhm. mais d'innovation, c'est très compliqué. Mais même pour l'industrie en général, si tu veux, si un mec comme du niveau et du calibre de Bernard Arnault, il Oui, doit faire une conférence de presse publique pour make his point, oui, c'est. c'est clair que. Puis après, il s'est fait taper dessus par le patron de Leclerc, enfin Édouard Leclerc, qui lui a dit comme quoi il fallait, entre guillemets, arrêter de se plaindre. Et c'est pas un beau message de dire que quand on est milliardaire, on va quitter la France. Mais Non, d'où. mais c'est pas. En Moi, je même n'ai temps, pas. juste un point, en même temps, Leclerc, lui, peut pas aller ouvrir de nouvelles succursales. C'est beaucoup plus compliqué que Mhm. son marché est en France, quoi. Peut-être Ouais, avec quelques pays limitrophes, mais ouais. Puis c'est la guerre des bons points, si tu veux, sans vouloir critiquer. Mais la Migros et Leclerc, c'est le même combat. Ils vendent des salades. oui, D'accord? Donc, en fait, tous les X kilomètres, ils ont un hangar et puis tu peux aller chercher une salade et repartir avec. Bon, c'est de la distribution, grande distribution. C'est bien. Moi, j'adore les supermarchés français. Je les trouve super, plein de joie, avec des produits extraordinaires. Mais ceci dit, c'est pas ça l'industrie. L'industrie, c'est la c'est un machine-outil, showroom. l'horlogerie, l'IA, fabriquer des modèles, fabriquer du luxe, faire des choses. Il faut proposer quelque chose. La grande distribution, c'est pas l'industrie. Ouais, c'est un showroom. C'est un C'est un showroom. showroom qui, en fait, gère une Showroom. logistique de dingue. Si tu veux, je dis pas que c'est facile. Hein. Si tu Ah dois non, tous les bien matins sûr que non. approvisionner tous les Leclerc de France, je veux dire, c'est une espèce de grande poste où il faut livrer des choses en temps et en heure, en plus des produits périssables. Donc, il faut avoir du. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la Migros. Je trouve qu'ils font un très bon travail, mais je dis pas que c'est facile, mais c'est pas l'industrie. En fait, c'est une industrie c'est pas une industrie d'exportation, en fait. Il y a un savoir-faire, mais il y a très peu de création de valeur. C'est comme dit Clayton Christensen, ce que j'utilise souvent, c'est que c'est une institution financière, en gros. C'est tout. C'est que tu n'es pas là en train Ouais, de produire, tu n'es pas là en train de développer, mais tu distribues. tu distribues, quoi. Voilà, c'est la version moderne, c'est Galaxus, quoi, ou Le Bon Coin. Voilà, Ouais, tu vois. Donc, j'ai rien contre les grands distributeurs. Je suis content d'aller faire des commissions dans des grands supermarchés où il y a plein de yaourts divers et variés. Mais la vérité, c'est qu'en fait, c'est pas d'une c'est pas le même niveau, c'est pas la créativité. Champions League comme Bah non, c'est LVMH. ça, Sans exactement. dénigrer. Et en fait, des grands champions européens, on n'en a pas 150. Hein. Mm, mm. Si tu regardes, je vais essayer de retrouver ce graphique qui comparait la taille des entreprises américaines qui ont émergé ces 20 dernières années et la taille des entreprises européennes qui ont émergé. C'est abominable comme comparaison. On se rend compte qu'en fait, en Europe, grosso modo, on n'est pas dans le bon ordre de grandeur. Il y a les États-Unis qui décollent et puis nous, on est là et on attend. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura un sursaut, peut-être on va reprendre pied, mais moi, j'interprète ce discours de M. Arnaud comme une espèce d'indication. Je ne suis pas si sûr qu'il faut le voir. C'est sûr, il parle de l'entreprise qu'il dirige et qu'il a créée, parce que ben voilà, ça le rend crédible, mais je ne suis pas si sûr et certain qu'il fait ça pour son intérêt propre et bien senti. Je ne lui prêterai pas cette intention, peut-être un peu, mais je pense quelqu'un d'aussi discret, s'il prend la parole de manière publique, puis qu'après il corrige, c'est une espèce de. Il sonne le tocsin, si tu veux. Il dit hé les gars, faut se réveiller là, on n'est pas dans la bonne dynamique. Ou ce qu'on peut se dire aussi, enfin, je te donne une citation de Cyrielle Châtelain, donc député écologiste, qui dit Bernard Arnault a bénéficié des baisses d'impôts sous Macron, cela a coûté 60 milliards d'euros à la France. Il doit faire sa part. Est-ce qu'on peut se dire que Bernard Arnault, il était aux States, il était avec Trump, et il est revenu un peu avec ses méthodes un peu de mettre la pression et de dire bon les mecs, maintenant vous arrêtez vos conneries ou je me barre, et c'est une manière Non, tu vois, j'y crois pas. Non, j'y crois pas et je vais te dire pourquoi. Parce que je pense pas que tu construis un ils vont pas empire ces comme méthodes de ça. cow-boy. Non, c'est un homme fin. Ok, Et puis que tu construis pas un empire comme ça si tu n'es pas extrêmement malin, extrêmement intelligent. c'est Et vrai. en fait, ce serait c'est une vue à beaucoup trop court terme. D'ailleurs, je vois pas pourquoi il se serait exposé personnellement pour un truc à court terme. Je vois pas l'intérêt. Peut-être qu'il était fâché, j'en sais rien, mais
personnellement, je pense que toujours en faire une question de patriotisme, de bien et de mal, ça n'a pas de sens en fait. On n'est pas sur le bon niveau. C'est pas une question de morale. C'est une question de dynamisme économique, de clarté du cap et de clarté du cadre. Et encore une fois, si tu examines le cap, le cadre et les résultats concrets, en fait, tu te dis, l'Europe, c'est pas un bon endroit. C'est ça qui dit. Ça fait mal. Ça fait mal d'entendre dire ça. Oui, mais si tu veux, avant d'adresser, je suis sûr que les médecins seraient d'accord, avant de balancer la sauce, il faut faire un diagnostic. Il faut quand même regarder ce qui est. Et ça, ce n'est pas une question de morale, en fait. Si tu regardes les indicateurs économiques sur les entreprises qui ont été créées les 20 dernières années en Europe versus aux États-Unis, c'est flagrant. On voit bien qu'il ne se passe rien. Je dis, il ne se passe pas rien du tout. Mais on n'est pas dans le même ordre de grandeur. C'est comme si nous, on faisait des avions en balsa, une place, planeur, et puis qu'aux États-Unis, ils faisaient des quadri-réacteurs pour parcourir la planète. On n'est pas dans la même ligue. C'est le FC Échalon versus le Barça, quoi. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que même si tu vois, on dit on a loupé le virage de l'IA. Moi, ce qui m'a rassuré avec DeepSeek, c'est qu'en fait, l'IA est là et celui qui va gagner, c'est pas forcément celui qui le construit, tu vois, c'est plutôt comment tu vas l'intégrer, comment tu vas le déployer. Et puis après, voilà, évidemment, ça sera une taxe à OpenAI ou à Microsoft parce que tu l'utilises, mais ça te permet aussi de garder ta compétitivité. Ce qui me fait le plus peur, c'est quand tu vois des patrons comme Michelin ou Bernard Arnault qui te disent c'est compliqué. Tu vois, c'est ça qui fait le plus peur. Oui, mais encore une fois, je pense que ça procède, si tu veux, il y a une espèce de grand attracteur commun à ces deux choses. Et à mon avis, on peut prendre le risque de les lier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un peu comme si en Europe, l'horizon indépassable, c'était Disneyland. On fait payer le Louvre. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est se projeter en fait dans une technologie qui change. Dans l'histoire, à chaque fois qu'on a changé la manière de stocker l'information, c'est ce que les LLM font. Et d'interagir avec l'information, c'est ce que font les LLM. En fait, l'État, la collectivité s'adapte et change profondément. On l'a vu avec l'imprimerie et c'est ça qui est en train de se passer. Et en fait, ce qu'il faut, c'est maintenant, on doit rentrer dans un cycle d'adaptation. D'accord ? Et en fait, il faut comprendre qu'en fait, la donne a changé, parce que la technologie, elle a un immense impact sur nos vies, c'est sûr et certain. Et je pense que comme notre rapport à l'information et le tertiaire est en train d'être bouleversé, en fait, on doit rentrer dans un moment de souplesse, d'adaptation. On ne peut pas tout prévoir. Il y aura des catastrophes, mais la catastrophe sera bien pire si maintenant on se détache de tout puis qu'on veut la jouer prudente d'avance. C'est ça l'erreur. Oui. Là, il faut y aller full-fledged, quoi. Il faut y aller, en fait. Il faut y aller, corriger. Et moi, je suis complètement pour un entrepreneuriat responsable. Je ne suis pas du tout pour une privatisation de tous les profits. Il faut faire il faut conserver ce vivre ensemble tellement agréable qu'on a en Europe. Mais maintenant, il faut que l'Europe s'assouplisse un peu, puis qu'elle trouve les moyens de se réinventer, en fait. Voilà, on est un peu à la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, je ne sais pas. Et puis on se crispe comme ça, et c'est pas le bon plan, en fait. Se crisper, là, c'est le pire qu'on puisse faire. Et d'ailleurs, on le voit, en fait, les peuples le sentent très bien. On a eu les gilets jaunes, on a la montée de l'AfD en Allemagne, il y a eu le Brexit. En fait, on voit très bien que sous des formes différentes, dans pratiquement tous les pays européens, il y a une grogne qui s'installe qui n'est pas là par hasard. C'est pas juste que les gens se sont levés tout d'un coup en 2020 de mauvaise humeur, puis ils se sont dit, bon, parce que tu vois, si c'était une clique politique dans un pays en particulier qui était parti en sucette, il n'y aurait qu'un pays qui irait pas bien. Tu vois ? Mais ça ne tient pas comme explication, parce que comme en fait ça s'applique à toute la zone géographique, il y a d'autres choses. Et je ne dis pas que c'est le seul remède, mais un des remèdes, me semble-t-il, c'est de faire amende honorable et de prendre acte qu'en fait on doit aller vers un moment de flexibilité, d'adaptation, de dynamisme, et pas vers une espèce de retrait comme ça ossifié. Ce que je trouve intéressant, c'est que nous, on a commencé ces podcasts fin septembre, exactement. Le premier épisode, c'était le 30 septembre. Et les discussions qu'on avait, je ne vais pas dire qu'on était les seuls, il y a quand même pas mal de gens qui tiraient la sonnette d'alarme.
Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment dans le fait d'accepter que ça va mal. Et ça, c'est assez réjouissant parce qu'au moins, tu te dis, bah, une fois que tu acceptes que les choses vont mal, bah, tu peux faire des modifications, tu peux les améliorer. C'est la première étape. C'est Mm. pas faire injure aux gens que de parler du réel comme il est. Et encore une fois, si tu veux, je pense que c'est pas du tout une vision pessimiste. Au contraire, en fait, il faut prendre acte de la réalité et puis agir dessus. Enfin, proposer des choses qui. Mais il faut des actions concrètes, mais il faut surtout un cap. Et je pense qu'on manque des deux. On manque évidemment d'institutions en Europe parce que c'est une espèce d'État fédéraliste sans l'être. Enfin, c'est un truc un peu au milieu du gué. Qui visiblement marche sur 3 cylindres, influencé par les États-Unis. Enfin, on ferait mieux d'être un troisième vrai acteur plutôt que d'être un larbin au milieu de ce jeu de quilles. Tu vois, nous, on est plutôt les quilles. Il y a la Chine et les États-Unis qui tirent des balles et puis nous, on se met là au milieu, on fait les quilles. C'est pas bon, c'est pas agréable. Et c'est pour ça qu'on veut augmenter le prix du Louvre. C'est parce que la solution facile, c'est de dire bon, ben, on a des jolis musées, on va faire payer. Ouais, en plus, c'est super court terme, quoi. Puis c'est surtout pas marrant. Pas des C'est pas investissements. rigolo. On va pas beaucoup se marrer. Et encore une fois, c'est peut-être pas uniquement toi et moi, mais les générations d'après. Parce qu'il faut faire bien attention à une chose, en fait, quand une zone importante perd son dynamisme, c'est très difficile à retrouver après. Hein. C'est vrai. Tu vois, C'est vrai. si on regarde en fait cette dynamique qui est à l'œuvre, je pense que c'est un petit peu comme si tu te casses la jambe et puis tu fais 10 jours sur un lit d'hôpital, tu dois un peu te réhabituer à marcher. Oui, puis c'est vrai que après tous les flux migratoires, si tu es parti aux États-Unis, que ça se passe bien, tes enfants ils sont à l'école, tu gagnes bien ta vie et tout, tu vas pas revenir parce que voilà, tu vas pas reprendre le risque de retourner à un endroit parce Non, non. que tu es né ou tu as fait tes études ou tu as vécu 20 ans, quoi. Tu vas t'acheter un sac Louis Vuitton pour te rappeler du pays où tu es né. Ouais, et puis tu mangeras les petits croissants que les Exactement. boulangers français expatriés feront. Exactement. Exactement. Pascal, je te remercie pour ce décryptage, C'est toujours moi. super intéressant. Et puis, on a beaucoup d'empathie avec tous ceux qui galèrent, vraiment, parce que c'est vrai, quand on entend toutes ces infos, enfin, Michelin, Bernard Arnault, enfin, on pense aussi aux employés qui vont à travers ça sans savoir quel va être l'avenir, est-ce qu'il y aura des solutions à apporter. Donc, on vous souhaite bon courage. Bon courage à tous. Merci Younes. Ciao, ciao.